correspondance d'un agent de migration basque, Jean Vignier, pour lequel Claude Méatz a fait une petite introduction. Mais je voudrais d'abord vous dire pourquoi je m'intéresse aux migrations basques, moi qui ne suis ni basque et qui n'habite pas au Pays basque. Tout a commencé… comment on avance les diapos? Ah, ok. Tout a commencé par cette plaque qui se trouve sur le mur d'une maison de mon village, la Barthe-Rivière, près de Saint-Gaudens, où il est fait mention du sergent Dominique Pourtot, né en 1785 à la Barthe-Rivière et mort à la bataille de San Lorenzo, qui est la bataille fondatrice remportée par San Martin et ses grenadiers sur les Espagnols. Donc, ce destin un peu extraordinaire m'a intéressé. J'ai fait des recherches sur Dominique Pourtot et j'ai même organisé le 3 février 2013 le bicentenaire de sa mort et de la bataille. On voit ici le Campo de la Gloria à San Lorenzo, dans la province de Santa Fe en Argentine, où il possède même un de ses monuments à son nom. Il fait partie des 16 morts lors de cette bataille. La France lui a donné la vie et San Lorenzo la gloire. Donc, tout ceci m'a amené à étudier l'émigration depuis le Comminges, les Pyrénées centrales, vers l'Argentine. J'ai recensé au moins 4000 habitants qui sont partis entre 1870 et 1900. Mais contrairement aux migrations basques, pour lesquelles on en garde encore une mémoire vivante, les migrations basques, béarnaises et même bigourdanes, dans le Comminges, la mémoire est presque complètement a disparu. La seule trace qui en reste, ce sont quelques maisons d'Américains dans les villages autour de Saint-Gaudens. Et c'est mon directeur de recherche qui m'a mis sur les traces de Jean Vignier parce qu'il avait eu l'information de la découverte de ce fonds. Donc, on a ici en image l'entête de son papier à lettres. Moi, dans les registres qui ne sont que des copies, je n'ai jamais connaissance de ça. Avant de parler de Jean Vignier, j'ai fait un recensement de l'information qu'on a aux Archives nationales, où on trouve mention de 108 agents qui auraient exercé pendant toute la période ou seulement une partie pendant la deuxième partie du 19e siècle. C'est une liste incomplète, mais on trouve trace de 21 agents d'eau, 3 à Bayonne et 5 dans le reste du Pays basque français. Voilà Jean Vignier, sa photo m'a été fournie par son petit-fils Jean Hoquet, qui réside actuellement en Bretagne. Jean Vignier est donc né en 1857 à Laguinge-Restout, tout à côté de Tardets, où il est mort en 1927. Il a fait suite à son père Pierre Vignier, qui avait un commerce de vêtements et d'articles de voyage à Tardets, et lequel Pierre Vignier avait déjà fait 7 voyages, au moins 7 voyages, on retrouve mention de 7 voyages dans les registres à Pessa, entre 1875 et 1881. Et Jean avait 2 frères et 4 sœurs. Son frère Alexis a voyagé, je suppose pour la première fois en 1873, à l'âge de 18 ans. Et cet âge jeune est sans doute lié au fait qu'il était insoumis. Jean Vignier a, lui, fait un premier voyage en 1879, on en trouve aussi trace dans les registres à Pessa. Et je sais qu'il a traversé l'Atlantique au moins 10 fois, parce que lors de sa 9e traversée, il parle d'une traversée très agitée où il a été mis en quarantaine justement pour la fièvre jaune. Donc, c'est sûr qu'il a fait au moins 10 traversées et peut-être plus. Et il s'est marié en 1893 à Buenos Aires avec Jeanne Cazenave, qui était née à Astebéon, près de Larens. Ils ont eu 4 enfants. Donc, avant d'être agent d'émigration, agent principal, il a été sous-agent de Charles Grison de Tardets
peut-être avant 1885, mais on sait que les registres commençant en 1885, il l'était peut-être déjà avant. Et il a demandé l'autorisation d'être agent principal au mois d'août 1887 et il a obtenu cette autorisation en décembre de la même année. Donc, 4 mois de délai pour les formalités, c'était assez court pour l'époque. Et curieusement, à peine et demi plus tard, en mai 1889, il a démissionné de sa charge d'agent d'émigration. On peut se demander pourquoi a-t-il eu une carrière aussi courte. Première hypothèse, parce que le cautionnement était passé brutalement de 15 000 francs à 40 000 francs et qu'il n'avait sans doute pas les 25 000 francs à bloquer à la caisse des dépôts et consignations. Deuxième raison, c'est qu'il souhaitait partir à Buenos Aires. Même quand il n'était plus agent principal, il a continué d'exercer comme sous-agent pour Charles Grison. Et c'est d'ailleurs à cette époque que son frère Alexis l'a remplacé à Tardets. Jean Vignier a continué de vivre en Argentine jusqu'en 1895, mais il a continué entre 1895 et 1914, quand il était revenu à Tardets, il a continué à envoyer des migrants jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et après 1918, ces migrants partaient principalement vers les États-Unis et principalement la Californie. J'en viens à ces fameux registres de lettres. Il s'agit bien sûr de copies de lettres. On a retrouvé à Tardets en 2015 49 registres de 500 pages chacun, toutes remplies pratiquement, de façon un peu miraculeuse parce que l'actuel propriétaire de la maison souhaitait s'en débarrasser et tout ça a failli partir à la décharge. Et depuis 2015, ces documents sont gardés précieusement par l'association Iker Saléac de Mollet. Les copies de lettres concernent la période 1885 à 1925. Je ne m'intéresserai pas à celle à partir de la Première Guerre mondiale, ce qui me laisse quand même 15 000 copies de lettres à étudier. Et dans cette période 1885-1925, il y a des trous, il y a des registres entiers ont été perdus. On a quand même 70% de la correspondance. Et toutes ces copies étaient réalisées, c'était la technique du papier humide, on humidifiait les lettres et on faisait comme une décalque avec l'aide d'une presse. Donc certaines sont imprimées à l'envers ou retournées, parfois la qualité n'est pas très bonne parce que ça a bougé, mais en général l'état est très bon. La majorité des lettres est en français, j'en ai recensé à peu près 20 à 30% en espagnol, et moins de 1% en basque. Mais j'ai pu constater que Vignier maniait parfaitement aussi bien le français que l'espagnol. Pour le basque, je n'ai pas vraiment pu en attester. Voici une image tirée au hasard. Là, il écrivait à un migrant de Rauch dans la province de Buenos Aires. On remarque sa belle écriture et sa signature ornée d'un genre de spirale. À qui écrit-il ces lettres? Beaucoup sont adressés à des clients et à des fournisseurs. Ils demandent souvent des échantillons de tissus ou de vêtements. Ça peut concerner des commandes d'articles, le paiement, des réclamations à ses clients pour être payés. Et parfois, il envoie des malles entières de bérets, de chemises, de ceintures de flanelle, et pas en petite quantité. Souvent, il en envoie 212 de bérets ou de chemises. Il écrit aussi beaucoup à sa famille. Il a en particulier 2 sœurs qui sont installées dans la province de Buenos Aires. Il écrit à ses amis basques, principalement quand il est en Argentine. La majorité de ses lettres sont liées vraiment à son métier, à son activité d'agent d'émigration. Beaucoup sont envoyés à son frère Alexis. Toujours dans toute cette période, jusqu'à la mort d'Alexis en 1915,
Il y a toujours eu un des deux frères de chaque côté de l'Atlantique, pratiquement. Il écrit aux compagnies de navigation, principalement les messageries maritimes avec qui il a fait la plupart de ses voyages à Bordeaux. Il écrit aux agents Grison à Tardets, Colson, père et fils, et Victor Depas à Bordeaux. On retrouve aussi des courriers adressés à la sous-préfecture de Mauléon, au ministère du Commerce, au commissaire pour l'immigration à Bordeaux et très souvent à des maires ou secrétaires de mairie quand il est à civil les migrants qui allaient partir en Argentine. Et enfin, on trouve un nombre important de lettres adressées à des banques. Alors, si je n'ai pas réussi à savoir la cause exacte de sa vocation d'agent de migration, je sais très bien comment il l'est devenu. Il a fait une demande au mois d'août 1887 au ministère du Commerce, appuyé par un certificat de bonne vie et mœurs, comme on appelait à l'époque. Il a donné un grand nombre de références et de recommandations de la part de politiques locaux et de personnes influentes du Pays Basque, en particulier de la vallée de la Soule. Des contacts ont été pris, comme c'était la règle entre le ministère du Commerce et le ministère de l'Intérieur, qui a été chargé de faire une enquête sur la fortune de Jean Vignier et sur sa moralité. Et enfin, il a dû verser un ponctionnement de 15 000 francs qui était destiné à couvrir d'éventuels remboursements à des migrants qui auraient été floués par Vignier. J'ai trouvé aux archives à Paris, en effet, mention de beaucoup d'agents indélicats, voire carrément bandits, qui avaient honteusement profité des migrants. Et donc, toutes ces démarches se sont déroulées en 4 mois. Son association avec son frère Alexis. Il faut dire qu'en 1885, Alexis était déjà associé avec un certain Julien Sardoy à Buenos Aires, mais cette entente n'a pas duré très longtemps. Entre frères et associés, ils avaient une comptabilité très complexe parce que ça concernait à la fois le commerce de vêtements et d'articles de voyage et de migrants. Et il faut dire que l'argent circulait beaucoup. Jean Vignier, quand il était au Pays Basque, faisait souvent l'avance du voyage aux migrants qui devaient rembourser à terme de 3 mois, 6 mois ou 1 an à son frère en Argentine. Parfois, au contraire, c'était des migrants déjà partis qui avançaient le prix du voyage à son frère Alexis en Argentine. Et donc, entre eux, on circulait beaucoup de chèques, de lettres de change, de traites et de virements par l'intermédiaire de banques. Et j'ai remarqué aussi que les deux frères savaient très bien jouer avec le cours des monnaies et avec le prix de l'or. Ils avaient toujours le souci, ce qui est logique, de récupérer d'un côté ou de l'autre l'argent qui avait été avancé par un frère ou l'autre. Et alors, on a découvert il y a 2-3 mois par quelqu'un qui s'est adressé à Robert Elizondo d'Iker-Saleac, qu'ils avaient aussi une association avec une filature de la région de Lannemezan, à Aner, exactement, par lequel ils exportaient de la laine de mérinos de l'Argentine qui était travaillée et filée près de Lannemezan, transformée en vêtements, vêtements qui étaient expédiés en Argentine et vendus en particulier par les frères Vignier. Comment recrutait-il ces migrants? Je sais qu'ils venaient tous les mardis au marché de Mauléon, à l'hôtel Abiag, mais ces lettres ne donnent pas d'informations sur la façon dont il allait recruter les migrants. Sauf une fois où il y a eu une histoire avec ce que je suppose être un rabatteur à Laurent-Sainte-Marie, mais c'est la seule mention que j'ai retrouvée dans ces lettres. Je sais qu'il avait des affiches à son nom, qui lui étaient fournies par ses agents Colson ou Depas. Et très souvent, il recevait lui-même l'information depuis l'Argentine que des migrants déjà partis voulaient faire venir un cousin, un frère ou la famille entière. Et donc, c'est lui qui se chargeait de contacter les personnes et de les faire partir. En plus de leur vendre le billet, pour lequel il avançait souvent le montant, il aidait les migrants dans toutes les démarches administratives, en particulier
quand les parents des jeunes qui voulaient partir étaient soit déjà en Amérique ou morts, il s'occupait d'avoir l'autorisation du maire de la commune. Même chose pour les hommes de moins de 26 ans qui devaient fournir une attestation comme quoi ils avaient bien fait leur service militaire. Il s'occupait de leur transport jusqu'à Bordeaux et de la dernière nuit avant l'embarquement. Il leur donnait ensuite des conseils divers sur la meilleure place à trouver dans le bateau, les vêtements à emporter. Et il leur donnait même souvent des choses à faire passer de l'autre côté de l'Atlantique. On retrouve beaucoup de traces où il donne des fromages à des passagers à donner à d'autres, et même des cuirs de moutons. Il y a eu un trafic de cuirs de moutons à travers l'Atlantique. Ensuite, il les aidait aussi lors de leur arrivée à Buenos Aires. Il en a placé plusieurs dans les estancias de ses beaux-frères ou dans des entreprises créées par des migrants déjà installés. Il a aussi aidé certains migrants qui étaient en Argentine à gérer la succession familiale au décès de leurs parents au Pays Basque. Et pour ceux qui y avaient réussi, il donnait même des conseils sur la meilleure façon de placer leur argent en Argentine. Il a aussi aidé certains insoumis à obtenir les papiers pour pouvoir bénéficier de l'amnistie qui a été prononcée en 1890. Et j'ai trouvé trace aussi dans ses courriers de l'aide qu'il a apportée à des personnes, principalement des femmes en situation difficile. Donc, il s'adressait au consul de France à Buenos Aires pour avoir le financement pour payer le prix du retour. J'ai trouvé trace de lettres adressées à des migrants qu'il avait fait partir dans 40 endroits différents de la province de Buenos Aires, ainsi que aussi loin que Mendoza ou la Patagonie pour certains. Et beaucoup ont rencontré le succès en Argentine. J'ai en particulier en mémoire un qui avait installé une rôtisserie française dans une des grandes rues de Buenos Aires, la calle Florida. Là, je vais vous présenter maintenant un travail qui n'est pas de moi, qui a été réalisé par Robert Elizondo de l'association Iker Saleak et qui porte sur la période 1885-1889, où 948 migrants étaient partis, dont un peu moins de 800 Français et 160 Espagnols. 55% avaient entre 16 et 30 ans. 64% sont partis de la Soule et 13% du reste du Pays Basque, ainsi que 16% qui franchissaient la frontière à pied en venant soit de Navarre, soit de l'Aragon. Il a aussi fait partir 4% de Béarnais. À noter que 73% sont partis seuls. Pour les 27 autres, il pouvait s'agir soit de familles entières, soit de la mère et des enfants qui rejoignaient le père déjà parti. Donc là, on a une carte qui concerne principalement la Soule et les régions limitrophes. On a ici donc un bon nombre partait de Mauléon et de sa région, mais un très nombreux contingent est parti de Saint-Engrâce, tout près de la frontière. Pour conclure, je dirais qu'avec les découvertes relativement récentes des registres APESA qui concernent 15 000 migrants, de Laplace pour 8 000, et Vignier qui s'est contenté de faire partir 2 000 migrants, on connaît maintenant beaucoup mieux le monde des agents d'émigration du Pays Basque français. Le point fort des registres Vignier, c'est la quantité de migrants qui sont partis avec lui. C'est que, comme il a gardé trace de tout, je suppose, tous ces courriers, on a vraiment une connaissance très précise du métier d'agent d'émigration au jour le jour. Et à la lecture de ces documents, on est immergé dans la vie de Jean Vignier. Et c'est ce qui les rend, à mon avis, irremplaçables. Pour mon travail de thèse, au début, j'envisageais de consulter toutes les lettres. Je me suis rendu compte que c'était une tâche trop importante pour le temps que j'ai y consacré.
Je vais me baser sur l'étude des réseaux transnationaux, à la fois au Pays Basque et en Argentine, qui ont enrichi son activité d'agent des migrations et comment aussi son agent des migrations a pu tisser ce réseau transnational. Et pour terminer, j'ai quelques remerciements à faire. En premier lieu, à Iker Saleak et à Robert Elizondo. À Jean Hoquet, le petit-fils de Jean Vignier, qui m'a fourni beaucoup d'informations et de précisions sur la vie de son grand-père. À Anis Abarotz et Marie-Pierre Arias-Sabalaga, qui m'ont fourni des écrits concernant les migrations basques. Et finalement, je voudrais rendre hommage à la mémoire d'Adel Barès, qui est né à Sáenz Peña, au Chaco, que j'avais rencontré en 2013 lors de la cérémonie autour de Dominique Pourteau, avec qui j'ai eu des relations chaleureuses, amicales, et qui malheureusement a été emporté par le Covid quelques semaines avant son 100e anniversaire. Et je pense que c'était la dernière survivante de cette époque où on traversait l'océan si facilement. Et elle a vécu en Argentine de 1921 à 1934. Je vous remercie.